Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les députés suppléants de notre pays veulent se soustraire de la direction imprimée par les lois de notre pays à la faveur d'un cadre de revendication en vue de changer leur statut. Leurs motivations sont-elles justifiées? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Le ridicule a cessé de faire de la peine dans notre pays. En effet, c'est au moment où énormément de jeunes diplômés nigériens se demandent comment faire pour trouver du travail, mais aussi pendant que les journalistes professionnels du secteur privé cherchent l'instauration de la convention collective dans leur domaine, on apprend avec surprise que les suppléants des députés nationaux ont constitué un cadre afin de revendiquer une amélioration de leur statut. Après les élections, nous constatons que les suppléants, lui, il ne sait pas exactement ce à quoi il sert. Nous nous sommes sentis un peu délaissés, abandonnés. Nous demandons aux leaders des partis politiques, aux leaders d'opinion et à tous les acteurs de bien vouloir examiner cette question, la poser afin de trouver une solution pérenne à cette problématique des statuts des suppléants au Niger. Ce n'est pas une affaire entre les députés et les suppléants. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est une affaire qui concerne tous les responsables politiques. Ça ne concerne pas seulement les députés, ça peut concerner le gouvernement et les partis politiques. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui décident de toutes les affaires de la vie politique, les affaires de la nation. À travers les motions, les résolutions, les recommandations et les motions que nous avons liées à la sortie de notre Assemblée générale de samedi passé, nous avons bien voulu trouver une solution à cette problématique des statuts de suppléants. Cependant, la démarche des suppléants des députés nationaux est anachronique pour cause. Une grande majorité des Nigériens se demanderont comment quelqu'un qui ne travaille pas peut-il prétendre à un salaire. Pourtant, il faut le dire avec force, les textes de notre République sont clairs en ce qui concerne le statut du suppléant d'un député. En ce sens que le suppléant peut remplacer le titulaire en cas de décès ou de toute autre cause qui peut empêcher ce dernier d'être à son poste. Sans conteste, la revendication des députés suppléants frise l'indécence, particulièrement en ce moment où beaucoup de Nigériens estiment que l'État doit réduire son train de vie en supprimant les dépenses inutiles. Ouverture ce matin à la Maison de la Presse d'un atelier d'échange sur la sécurité dans notre pays, organisé par le réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits. Compte rendu Asma Ousseidou et Cheb Guisso. La sécurité collaborative dans un contexte d'état d'urgence, quel rôle pour les médias et les organisations de la société civile? Tel est le thème retenu pour le présent atelier initié par le réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits, sous financement de l'USAID. La proclamation de l'état d'urgence ou sa reconduction traduit la complexité des défis sécuritaires et la persistance des menaces. Cette situation sécuritaire, tributaire des attaques imprévisibles et meurtrières de la secte terroriste Boko Haram, a paralysé les activités socio-économiques dans les zones ou localités concernées. À cet effet, nous pensons que les médias et les organisations de la société civile ont un rôle crucial à jouer respectivement dans le traitement responsable de l'information sécuritaire ainsi que dans l'appréciation des enjeux connexes plus spécifiquement le respect des droits de l'homme. Cependant, comment réussir le rapprochement entre population et FDS dans un climat de crise de confiance, de peur ou de crainte des représailles d'un ennemi froid et sournois? Comment concilier l'impératif de sécurité au respect des libertés individuelles et collectives? Telles sont, entre autres, les interrogations auxquelles ce cadre multi-acteurs tentera d'apporter les réponses appropriées. Pour le chef de projet Counterpart International, l'accompagnement du réseau montre ici leur volonté à travailler avec les médias et les organisations de la société civile, à coordonner et collaborer avec les forces de défense et de sécurité en vue d'améliorer les réactivités collectives aux besoins publics
prioritaire en matière de sécurité. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministère de l'Intérieur a apprécié l'initiative et s'engage à accompagner toute initiative visant le bonheur des filles et fils du pays. Notre pays, le Niger, de par sa position géographique, se trouve entouré de foyers de tension qui l'exposent à des assauts répétitifs de groupes terroristes ainsi que des conflits internes qui mettent en péril la quiétude de nos citoyens et de nos forces et de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, en dépit du fait que ces dernières assurent leur mission régalienne et républicaine avec brio. Le secrétaire général permanent du G5 Sahel disait récemment: la paix comme la sécurité résulte d'un contrat, un accord tacite par lequel chacun offre des garanties à son semblable, car toute prospérité est fondée sur la paix et cette dernière résulte de l'effort de chacun. Fin de citation. C'est dire qu'il est évident que les enjeux sécuritaires dans notre pays doivent venir de l'effort conjugué de toutes et de tous, à savoir citoyens comme gouvernants. Cet atelier regroupant éléments de FDS, journalistes et acteurs de la société civile durera une journée. Une photo de famille a immortalisé cette cérémonie d'ouverture. La Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a organisé hier un atelier de formation à ses membres de la région de Tillabéri. Une formation qui se veut très importante. Le point avec Adam Soumana sur des images de nos confrères de Télé Sahel Tillabéri. Par la présente rencontre, le mécanisme africain d'évaluation des pairs entend outiller les membres de son comité régional de la région du fleuve Tillabéri en vue d'inciter les citoyens à adhérer et à participer au processus d'auto-évaluation par la sensibilisation et l'information des parties prenantes et de mettre en place les structures départementales du MAEP. Le bureau régional du MAEP a été mis en place en 2018 sous la conduite des autorités régionales et à la mise en place, il était prévu que les membres de la commission régionale puissent avoir une formation les permettant d'aller au niveau des départements et au niveau communal pour échanger avec la population et divulguer l'information du MAEP. Prenant la parole à cette occasion, le représentant du gouverneur de la région haute n'a pas manqué de souligner le bien fondé de ce mécanisme pour le Niger. C'est un mécanisme qui tient à cœur au chef d'État africain et en l'occurrence nos autorités, au premier rang desquelles Elaï Souk Mamadou et son Excellence le président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, premier chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour que ces genres de mécanismes puissent voir le jour au niveau de nos différents États. Dans son discours d'ouverture, le chef de la mission s'est d'entrée du jeu apaisanti sur l'objet de leur présence à Tillabéri. Notre présence à vos côtés a pour but de superviser des séances de formation dans les chefs-lieux des régions sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Les dites formations seront organisées par les membres du comité régional de Tillabéri ayant participé aux différents ateliers organisés en février 2018 et en 2019 à Dosso. Ainsi, notre rôle est d'assurer la facilitation de ces formations très importantes dans les processus du MAEP. Au chef de la mission MAEP de demander aux participants à cet atelier de prêter une oreille attentive aux différentes présentations pour faire bénéficier d'autres concitoyens en retour. Nos reporters Roumanatou Hassan et Sadou Doumi se sont intéressés dans le reportage qui va suivre à la pharmacopée traditionnelle qui est mise à profit pour soigner des maladies. La médecine traditionnelle occupe une place de choix dans le système de santé. Beaucoup de patients considèrent que la médecine traditionnelle, en particulier à base d'herbes et de minéraux, constitue une alternative ayant prouvé son efficacité des siècles durant dans le traitement de plusieurs maladies. La pharmacopée traditionnelle, si on peut le dire vraiment, c'est ce que nous avons hérité de nos parents. C'est-à-dire c'est la pratique et l'utilisation des plantes médicinales pour traiter les différentes maladies qui se présentent dans l'environnement. L'utilisation de plantes médicinales
par ceux qui ne la connaissent pas. Vous voyez? Donc, si la personne ne connaît pas la plante, il ne sait pas les avantages, la toxicité et le mode d'emploi, vraiment ça peut créer des désagréments au niveau de l'utilisateur. C'est pourquoi nous conseillons à la population et aux patients vraiment de se référer aux différentes associations avant de prendre les produits, de ne pas prendre un produit sur la rue, un produit dont tu ne connais pas où se trouve la personne, tu ne connais pas la personne n'a même pas une carte d'adhésion dans une des associations. Cependant, la pharmacopée traditionnelle présente aussi des inconvénients. Il y a certaines plantes, si vous les prenez, si vous les surdosez, ça peut vraiment bloquer les reins. Ça peut créer beaucoup de problèmes au niveau de la santé. Parce qu'il y a des plantes qui sont très toxiques. Donc vous voyez, il y a des plantes que vraiment elles ne sont pas toxiques, mais si vous surdosez ou bien si vous ne savez pas comment l'utiliser pour anéantir la toxicité, tout ça là, ça fait partie des avantages de la médecine traditionnelle. Aussi, il est nécessaire de diagnostiquer d'abord sa maladie avant de consommer les produits de la pharmacopée. Une pharmacopée traditionnelle sert très efficace dans le traitement de certaines maladies, même si elle souffre de problèmes de dosage en général. Sur le plan sportif, un comité chargé de la prévision des textes fondamentaux de la FENIFOOT a été mis en place le samedi dernier. Entre autres attributions assignées au comité, passer en revue l'ensemble des textes qui régissent la fédération, ses organes, ses démembrements et ses compétitions. Ibrahim Tikire et Ibrahim Abdou pour le reportage. Face aux exigences du football mondial, la Fédération nigérienne de football a décidé de ne pas être à la traîne. Ce souci légitime a justifié la mise en place par le président du comité exécutif d'un comité chargé de la révision des textes fondamentaux de la FENIFOOT. L'Assemblée générale a demandé de restaurer le comité directeur. Et c'est dans ce sens également que l'Assemblée générale a demandé à ce qu'il y ait un peu plus d'autonomie dans l'administration et le fonctionnement des ligues. Donc, de faire un guide de gestion et de fonctionnement des ligues qui permettrait à ce que les ligues rendent compte à leurs membres qui sont leurs émanations, à leurs membres qui sont les clubs dans leurs régions différentes et respectives, pour qu'ils apprécient d'abord la gestion du bureau qui a été mis en place avant de venir en Assemblée générale. C'est pourquoi l'Assemblée générale a demandé à ce que cette situation soit revue de cette manière. Et ensuite, d'intégrer aux règlements généraux un certain nombre de dispositions nouvelles qui sont là, notamment les dispositions relatives à FIFA Connect, parce que vous savez, à partir de l'année prochaine, on va changer d'opérateur, puisqu'à la demande de la FIFA, il fallait que tout le monde s'aligne à FIFA Connect pour faire des licences en ligne. C'est plus transparent et d'abandonner la méthode actuelle. Et ensuite, de mettre les dispositions relatives à l'antidopage, à la manipulation de matchs, et surtout dans le domaine de l'arbitrage. Vous savez, depuis un temps, dans l'arbitrage, il y a un certain nombre de changements qui interviennent. Nous ne sommes pas encore à ce point. Pour le coordinateur du comité, la démarche consiste à toucher un maximum d'amateurs du ballon rond. L'exigence en tant que telle, non, mais c'est les exigences de l'évolution du football. Ce ne sont pas des exigences écrites si vous ne faites pas tant. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoluer dans le football sans tenir compte des licences de club, sans tenir compte de FIFA Connect, sans tenir compte de tous les amendements et les révisions de lois de jeu que l'IFAB a fait depuis 2-3 ans. Nous avons l'IFAB qui reprend les lois du jeu. Vous ne pouvez pas évoluer tant que vous ne mettez pas. Vous allez être distancé, quoi que vous fassiez. Donc, ce sont des exigences de l'évolution normale du football moderne qui font que nous sommes obligés de nous adapter et de nous mettre aux normes. Ça, c'est sûr qu'il y aura de l'impact. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple simplement de la licence des clubs. Il y a quelque temps, la CAF et la FIFA exigent seulement que ce soit les clubs qui sont qualifiés en compétition interclub de la CAF qui doivent se mettre aux normes et qui doivent répondre aux exigences, aux critères, aux 5 critères définis pour obtenir la licence de club. Aujourd'hui, la CAF demande à ce que ce soit étalé à tous les clubs de l'élite
pour toutes les compétitions officielles nationales, vous devez faire en sorte que les clubs répondent aux critères d'octroi de licence de club. Et ça, c'est quoi ça? Les 5 critères, c'est quoi? C'est les critères sportifs. Il faut que les clubs aient un programme de formation des jeunes et qu'il y ait au moins deux équipes de jeunes en train de former. Et vous savez que ça ne peut pas être inutile de former des jeunes et de les amener. L'autre chose, le deuxième critère, c'est les critères financiers. Il faut que les gens s'accommodent à la bonne gestion. Notons que ce comité chargé de la révision des textes fondamentaux de la FENIFOOT dispose d'un délai de 2 mois pour rendre ses travaux. Il a officiellement été mis en place le samedi dernier par le président de la FENIFOOT, le colonel-major Pelé. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.